Bonjour à toutes et tous. Alors, me revient la charge finalement de conclure la séquence. On est tous d'accord. Il fait chaud dehors et on a envie aussi de profiter de l'extérieur. Mais par contre, pour finir cette séquence, moi, je vais vous apporter un témoignage en fait. Je ne vais pas forcément vous présenter des projets, mais je vais vous apporter mon témoignage en tant que vice-président au partenariat avec le monde socio-économique, mais également directeur d'une école d'ingénieurs. Donc vous allez voir, et je m'en excuse par avance, mes propos sont parfois assez tournés sur le monde de l'ingénieur, mais tout ce que je vais dire, je pense, est assez facilement extrapolable à différents types de métiers. Slide suivant, s'il vous plaît. Et encore suivant. Oui, et encore suivant. On va y aller directement, puisqu'on va gagner du temps. Voilà. Et moi, voilà, je vais vous apporter un petit témoignage sur finalement comment l'innovation, on a beaucoup parlé d'innovation aujourd'hui, peut faire le lien aussi avec la formation professionnelle, parce que je crois que voilà, votre colloque pendant 2 jours, ça reste autour de la formation professionnelle, et c'est bien ça le cœur du sujet. Finalement, comment ces deux notions peuvent être liées, et qu'est-ce qu'il faudrait peut-être faire, encore une fois, d'un point de vue personnel, pour arriver vraiment à optimiser notre formation professionnelle dans nos universités, parce on l'a bien compris, et je pense que ça sera largement dit et redit lors de ce colloque, c'est vraiment un point très important. Voilà, je vous propose ici 5 chiffres, 50 ans, moins 50%, 2 millions, 35% et 11%. Alors 50 ans, rien à voir avec les 50 ans ou le 50e colloque, c'est du pur hasard. Hein. Non, je peux dire que j'ai fait exprès, mais je ne l'ai pas fait exprès, c'est du pur hasard. Je voulais juste un petit peu parler d'industrie. Voilà. Je voulais juste prendre un exemple concret de l'industrie et finalement comment l'industrie aujourd'hui peut être aussi un vecteur, doit être un vecteur sur la formation professionnelle. L'industrie en 50 ans, c'est 50% d'usines en moins en France. On parle depuis les années 75. Hein. C'est 2 millions d'emplois qui ont disparu depuis cette période-là. C'est la part du produit intérieur brut qui est passée de 35 à 11%. On voit clairement l'impact aujourd'hui de l'industrie sur l'économie. Et on a tous vu, depuis 2017, 2015-2017, les grands plans de réindustrialisation de la France. Slide suivant, s'il vous plaît. Ces grands plans, en fait, ils visent à relancer cette industrie. Et ça, on l'a tous compris, c'est tous dans nos enjeux. Ça va être très lié à la formation professionnelle. Je vais y venir. Ce qu'il faut peut-être aussi bien analyser quand on parle de réindustrialisation, on parle de quelque chose de vraiment nouveau. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est partagé par un certain nombre d'experts sur le sujet. Ce qui est parti ne reviendra pas. Les emplois qui ont été délocalisés resteront délocalisés parce que la main-d'œuvre est moins chère à certains endroits encore qu'en France. Donc il ne faut pas espérer faire revenir des usines qui sont parties. Par contre, on a besoin de développer une nouvelle industrie. Et cette nouvelle industrie, elle va se développer avec de l'innovation. Et c'est là que l'innovation a tout son rôle et tout son sens. Finalement, cette innovation, elle va être au cœur de cette nouvelle industrie qui va se créer. Et si je tire la ficelle, c'est ici vraiment que les acteurs académiques, nous, universités, nous avons un rôle à jouer. Les acteurs de l'innovation, c'est nous, c'est nos laboratoires de recherche, c'est nos composantes de formation. On doit être en capacité vraiment d'accompagner l'industrie et les entreprises dans cette démarche-là. Donc l'innovation, ça doit être vraiment un catalyseur. Slide suivant, s'il vous plaît. Si on va un peu plus loin, bien entendu, se posera la question des emplois. J'ai dit 2 millions d'emplois en moins perdus par l'industrie depuis 1975. En 2022, c'est 3 millions d'emplois, d'accord, sur le territoire national, couverts par les acteurs de l'industrie. Alors après, on peut avoir le débat, est-ce que les sous-traitants ou pas font partie de ce chiffre, mais voilà, on pense qu'on n'est quand même pas très loin de la vérité. Beaucoup de gens travaillent sur les perspectives en 2035-2040. On nous dit, ça aussi, les chiffres, chacun peut les interpréter un peu à sa manière, c'est entre plus 500 000 et plus 700 000 emplois d'ici 2035 pour relancer l'industrie. Alors ça, entre le scénario faible, le scénario fort, et tout ça, c'est forcément de nouveaux emplois à créer, c'est forcément de nouveaux salariés à former, soit des salariés existants, soit de nouveaux diplômés. Slide suivant, s'il vous plaît. Dans le même temps, on voit apparaître aujourd'hui au quotidien plein d'enquêtes, de témoignages, de think tanks qui donnent des avis sur le nombre de techniciens qu'il faudrait dans telle ou telle branche. Alors moi, je prends l'exemple, vous l'avez compris, des ingénieurs, avec un rapport qui est sorti la semaine dernière de l'Institut Montaigne, qui nous dit qu'en fait, on va avoir besoin, là, d'ici 2035, de 100 000 ingénieurs et techniciens par an.
par an pour accompagner notre industrie et notre économie. Ce qui est intéressant dans ce rapport à regarder, c'est que ce n'est pas 100 000 nouveaux ingénieurs. Enfin, il pose un chiffre dessus, c'est 60 000 nouveaux ingénieurs diplômés, mais c'est surtout 40 000 en reconversion professionnelle. On voit là, rien que sur ce secteur-là, et il y a probablement, c'est beaucoup plus large que ça, à chaque fois qu'on donne ces perspectives de chiffres, il faut toujours penser à la fois formation initiale, bien entendu, sous cet étudiant, et également formation professionnelle. Slide suivant, s'il vous plaît. Premier enjeu pour l'industrie, donc, mettre l'innovation au cœur de ces process pour se reconstruire. Deuxième difficulté pour les industriels aujourd'hui et pour les entreprises, c'est qu'ils ne vont pas pouvoir reconstruire leur entreprise comme ils les ont laissées en 75 ou en 80. Le paysage a changé, les normes ont changé, les grands enjeux sont présents. On pense bien entendu transition numérique, transition écologique, transition énergétique. Tout ça, en 1975, je pense que c'était peut-être un peu loin des préoccupations des industriels. Aujourd'hui, quand ils vont devoir repenser leurs usines, reconstruire leurs usines ou leurs emplois, ces enjeux-là devront être au cœur de leur intérêt. Je vous donne juste un exemple. On a un fabricant de produits pharmaceutiques qui a une usine à Aubagne, pas très loin de Marseille, qui s'appelle Sartorius Stedim, qui est un fabricant franco-allemand en fait, d'équipements pour l'industrie biopharmaceutique. Ils ont implanté leur nouvelle usine à Aubagne, en France, sauf qu'ils sont repartis de zéro. Ils ont repensé complètement à la fois le fonctionnement de l'usine, leur logistique, et ils ont carrément intégré un nouveau centre de R&D dans leur usine. On l'a inauguré pas plus tard que hier. Donc ces enjeux d'innovation aussi sont importants par rapport au développement de cette future industrie. Slide suivant, s'il vous plaît. Je vais prendre un exemple. Petit à petit, j'essaie d'affiner le propos. Je prends juste un exemple dans l'industrie qui est le sujet de la décarbonation. Grand enjeu, s'il en est. Aujourd'hui, la décarbonation, c'est l'enjeu majeur, on l'a bien compris, au niveau des industries. L'État a publié en 2023, à l'été 2023, la loi Industrie verte qui vise à réindustrialiser la France. Là aussi, nouvelles annonces. Il va falloir financer, il va falloir soutenir, il va falloir investir et il va falloir former. Pareil, pour former, on annonce le chiffre de 54 000 nouveaux ingénieurs et techniciens pour accompagner avec des compétences bien spécifiques. Slide suivant, s'il vous plaît. Et ça, sur cet exemple de la décarbonation, on le voit bien, très concrètement, et encore une fois, ça a été largement étudié, et je pense aussi qu'on doit s'appuyer là-dessus. C'est des métiers en tension, parce que c'est soit des métiers qui se transforment, soit de nouveaux métiers. Et là, on a largement documenté tout ça en France. Alors là, je cite le rapport Jean Jouzel, le plan climat-biodiversité de l'ESR, et puis notre AMI préféré, qui est l'appel à manifestation d'intérêt CMA, compétences et métiers d'avenir de France 2030, dans lequel beaucoup d'établissements supérieurs ont candidaté et ont déposé des diagnostics en fait, pour faire des états des lieux, en particulier sur les compétences. Donc voilà, si vous ne les avez pas, mais j'imagine que tout le monde s'est penché là-dessus, il y a beaucoup d'éléments importants et très intéressants dans ces diagnostics issus de l'AMI CMA de France 2030. Ce qu'il en ressort globalement, toujours pareil, des nouveaux diplômés et des salariés à accompagner. Slide suivant, s'il vous plaît. Ce qui est intéressant à regarder sur le secteur de la décarbonation, c'est que finalement, s'intéresser à la décarbonation, ce n'est pas s'intéresser à un seul sujet. Peut-être qu'historiquement, quand on était dans une industrie, on était un peu en fonctionnement en silo dans telle ou telle branche de l'entreprise, dans tel ou tel secteur d'activité. Aujourd'hui, si on regarde le secteur de la décarbonation, on va devoir à la fois jouer sur la notion d'efficacité énergétique, bien entendu. On va devoir également jouer sur la captation, la valorisation du CO2. On va devoir jouer également sur l'intégration des énergies nouvelles. Donc tout ça, c'est de la technologie. Ça, ils doivent repenser leur manière de fonctionner. Ils doivent repenser la manière d'instaurer ça au sein de l'entreprise. Mais tout ça n'est pas décorrélé de métiers qu'on appelle plutôt des leviers dits transversaux, qui sont finalement en lien avec ce qu'on appelle l'économie circulaire. Comment finalement mon entreprise aujourd'hui peut travailler en symbiose avec ce qui se passe autour. Les pays nordiques sont très en avance par rapport à nous sur ces sujets-là. Aujourd'hui, on commence à aller vers ce sujet-là, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire former des collaborateurs qui soient en capacité aussi, au sein des chaînes de production, au sein des entreprises, d'intégrer ces notions d'économie circulaire. Ce qui n'est pas forcément évident parce que ce n'est pas ce qu'on leur apprend forcément en formation initiale dans leur formation. C'est également intégrer la transition numérique, exactement, et puis les notions d'environnement.
Tout ça pour dire quoi? C'est que pour répondre à ce problème ou à cet enjeu, l'approche systémique est obligatoire aujourd'hui. Si on veut répondre à ces grands enjeux, il faut une approche systémique. Et qui de mieux placé que nos universités pour répondre à cette formation avec un regard systémique? L'interdisciplinarité, la transdisciplinarité, le brassage entre les différentes composantes, entre les différentes disciplines, nous sommes aujourd'hui probablement les mieux placés. Si je mets les pieds dans le plat et que je regarde le secteur du privé qui fait de la formation continue, le secteur du privé n'est pas en capacité normalement d'aller sur cette interdisciplinarité-là. Nous, oui. Donc on a vraiment un avantage là-dessus et il faut qu'on travaille sur ce sujet-là. Slide suivant, s'il vous plaît. Bon là, j'en profite pour faire un petit peu de publicité, hein, vous m'excusez. Ça, c'est un exemple, voilà, finalement issu d'une collaboration sur la mise en place de nouveaux diplômes interdisciplinaires entre plusieurs composantes. Slide suivant. Et une fois qu'on a regardé l'innovation du côté technologique, il faut aussi se dire que finalement, ces entreprises, elles vont devoir parfois repartir de bien loin pour de nouveau avoir de la croissance et avoir du dynamisme économique. Et pour ça, il n'y aura pas que de l'innovation technologique, il y aura aussi de l'innovation sociale au sein des entreprises. Là, on parle de mode d'organisation, mode de formation, mode de gestion des compétences. C'est toute une branche aujourd'hui qu'il ne faut surtout pas négliger, qu'il faut aussi complètement intégrer dans la formation professionnelle. Vous l'avez compris, ça a bien entendu toute sa place et c'est même essentiel. Slide suivant, s'il vous plaît. Et alors, juste un petit exemple d'une expérience vécue. Aujourd'hui, pareil, internationalisation, les cadres d'une entreprise, ça va, ça vient, les collaborateurs au sein d'une entreprise, ils viennent d'un petit peu partout en France, ils viennent d'un petit peu partout dans le monde. On va retrouver une grande mixité à la fois sociale et culturelle au sein des entreprises aujourd'hui. Dans les discussions que moi j'ai pu avoir avec un certain nombre de groupes d'entreprises, est ressorti le sujet du management interculturel. Comment je fais, moi, dans mon entreprise, finalement, pour manager avec un public aussi différent d'un point de vue culturel. Ça, c'est un vrai sujet. Donc, on a travaillé avec eux et finalement, on a essayé de développer, slide suivant, une formation qui, voilà, plutôt destinée aux cadres, hein, qui vont devoir être en charge de la gestion de ces agents ou de ces collaborateurs et qui servira à la fois finalement à apprendre à décoder les différences culturelles. C'est pas si simple que ça. C'est pas parce qu'on accueille un collègue qui vient d'Asie dans l'entreprise que c'est aussi simple que ça, juste de l'accueillir, de lui dire voilà comment chez nous ça fonctionne. Il y a un mode de communication probablement un peu différent à avoir avec lui. Alors, quand on a que des collaborateurs qui viennent d'Asie, c'est très bien, on s'adapte ou on travaille avec eux, mais quand on en a d'Asie, on en a d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord, d'Afrique, du pays des Nord, là, ça devient beaucoup plus complexe. Donc voilà, donc il y a un certain nombre en fait de codes et de leviers qu'on peut essayer d'avancer. Slide suivant, s'il vous plaît. Voilà, donc on a proposé, et ça c'est un exemple, donc c'est une formation qui est entièrement ouverte en formation continue, qui est un diplôme d'études supérieures universitaires, interagir dans un environnement professionnel avec l'intelligence interculturelle. Tout ça c'est issu en fait finalement de discussions avec le monde professionnel. C'est ouvert aux étudiants qui veulent le suivre, donc ça peut être intéressant. C'est ouvert également en formation continue en accueillant des promos au sein de l'université. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que ce type de formation, on peut aller aussi le faire et l'opérer directement au sein des entreprises. Toutes les entreprises sont en train de monter leur académie de formation. Donc aujourd'hui, ce type de formation-là, probablement qu'elle pourrait y voir un certain intérêt à accueillir ce type de formation. Slide suivant, s'il vous plaît. En résumé, j'essaie d'aller vite. En résumé, finalement, moi, mon retour d'expérience sur tous ces sujets-là, c'est que il n'y a pas de solution unique. C'est-à-dire que si on veut accompagner cette réindustrialisation, si on veut finalement aussi développer la formation professionnelle pour répondre aux besoins des entreprises, il faut y aller ensemble, à la fois acteurs académiques et acteurs socio-économiques. Mais ça, je crois qu'on en est tous convaincus. Cette approche systémique et interdisciplinaire, aujourd'hui, c'est une obligation, forcément. Ça aussi. Donc là, encore une fois, on est en avantage. Cette coopération, ça va être source d'innovation, ça va être aussi source de progrès pour nous. Voilà, ça va nous faire progresser nous-mêmes dans nos formations initiales. Là, vous allez beaucoup parler de formation professionnelle. Et souvent, moi, en tout cas, je n'ai pas l'habitude d'entendre, mais pourtant, c'est très vrai.
finalement, les avancées qu'on peut faire en formation professionnelle, on en bénéficie largement en formation initiale. Moi, je vous donne juste un exemple, je sors un petit peu du cadre. Quand un collègue en formation initiale, qui n'a fait que de la formation initiale toute sa vie, se retrouve face à un public de formation continue, on est tous d'accord, quand il revient voir des étudiants, il a changé clairement, il a beaucoup appris finalement de l'échange avec les stagiaires de formation continue. Et ensuite, bon, voilà, forcément, cette collaboration, elle doit nous permettre d'adapter nos formations et peut-être de repenser aux formations de demain. Et juste pour finir quand même, parce que slide suivant, j'avais envie de le mettre, alors ce n'était pas prévu, mais moi il me semblait important de le mettre, parce que mais ça représente un petit peu ce qu'on a voulu aussi montrer en participant tous les quatre à ce moment, c'est qu'il y a un enjeu pour la formation professionnelle si on a envie que ça réussisse, mais ça c'est à AMU, mais j'imagine c'est partout dans toutes les universités, c'est qu'il faut que tous les acteurs qui sont en lien avec le monde socio-économique travaillent ensemble. Tout le monde est en lien avec le monde socio-économique, d'accord ? Il y a plein d'acteurs différents. Si on veut que la formation professionnelle d'école soit efficace, il y a un enjeu, c'est travailler ensemble et être coordonné. Merci beaucoup.